Bonjour à tous, je m'appelle Boutaina et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast Creative Tea Time. Et aujourd'hui, je vous propose d'écouter mon entretien avec Ralia Sebti. Ralia est la cofondatrice avec son époux Taoufik Benlani de la maison Eight Manos qui valorise l'art du zélige, un savoir-faire incontournable des métiers d'art séculaire du Maroc. Avec Ralia, nous abordons les origines de sa carrière, comment elle parvient à travailler au quotidien avec son époux depuis 25 ans et comment elle puise ses ressources mentales dans son activité physique de très haut niveau, triathlon et compétition de ski. Mais aussi, on parle de son engagement associatif et de son attachement à transmettre des valeurs d'entrepreneuriat, de confiance et de prise de risque au sein de sa famille. Bonjour Alia. Bonjour Boutaina. Merci d'avoir accepté de te prêter à cet exercice et de venir sur le podcast. Merci à toi pour ton invitation. C'est toi qui me fais l'honneur là en fait. Ah, c'est trop gentil. Pour entrer dans le vif du sujet, parce que je sais que tu es une businesswoman super occupée et que on va y aller de manière smart. Allons-y. Dis-nous comment Eight Manos a été créé et puis comment c'est venu à toi tout simplement. Comment une histoire d'amour en est arrivée là, c'est ça? Oh, en fait, c'est vrai qu'Eight Manos, c'est au départ une idée de mon mari qui a toujours rêvé d'être céramiste. Et quand on s'est connus, moi j'étais encore étudiante et il me parlait beaucoup de céramique, d'avoir un atelier de poterie au départ. C'était vraiment la poterie, la céramique, la terre, etc. Et donc, quand il a commencé à travailler, il a commencé à monter l'atelier vers 94 par là. Moi, entre-temps, j'étais rentrée, j'étais enceinte de mon premier enfant, de Fadel. Et il a démarré. Et puis, moi, j'étais entre deux jobs à un certain moment. Je lui ai proposé de l'aider 3 mois. Donc ça, c'était premier trimestre 95. Et puis, 25 ans plus tard, j'essaye toujours de donner un coup de main. En fait, c'est vrai que on a chacun des profils très différents. C'est ça qui était intéressant. Donc, c'est vrai que c'est Eight Manos qui est venu à moi. C'est vrai que ta question, et finalement, tu t'en rendais peut-être pas compte, mais elle est très bien articulée. C'est pas du tout moi qui suis allée vers Eight Manos, mais ça m'a happée. Voilà. Et comment tu parles de vos différents rôles, comment ça s'est installé et articulé au fil des années? Écoute, c'est pas vraiment au fil des années. Ça a été très clair depuis le début. Moi, j'ai un profil assez économique, business management. Moi, j'avais fait des études d'éco, j'avais fait un master en tout ce qui est technique d'exportation. Donc, j'étais assez orientée là-dessus. Mon mari était céramiste, donc lui, il est d'office. Et il s'est occupé de toute la partie design, production, céramique, fabrication, cuisson. C'est quand même la céramique, le zélige, c'est un des métiers les plus techniques et les plus pointus de l'artisanat. Donc, lui, il s'est automatiquement occupé de ça. Et moi, naturellement, je me suis occupée de ce qui était organiser, recruter, m'occuper des clients, trouver des clients. Éventuellement même se faire payer. Et donc, on s'est tourné à l'export tout naturellement au début, l'idée, c'était d'offrir un peu d'innovation avec la tradition, mais d'offrir quelque chose d'un peu différent. Donc, ça a été assez naturel. On s'est réparti les rôles comme ça. Et au quotidien, c'est pas trop difficile de travailler avec son mari. Ça va? Vous arrivez à séparer les deux? C'est vrai que c'est un challenge quand même parce que c'est pas naturel en fait. Je pense que c'est vraiment pas naturel. Je pense que les 5 premières années ont été les plus dures, les plus difficiles parce que d'abord ils ont créé tout de zéro. Mais mis à part quelques périodes de doute, puisque justement même au niveau des personnalités, on est très différents. Je pense que c'est en même temps un gage de réussite, en même temps un gage de challenge. Parce que finalement, du moment que chacun
chacun respecte sa part et l'expertise de l'autre dans sa partie, même si évidemment on échange tout le temps sur tout. Il va souvent me demander mon avis sur des trucs, parce que comme je suis en contact avec les clients, il va me dire voilà, est-ce que tu penses que ça peut plaire à tel client, etc., ou à tel marché, et vice-versa. Voilà, quand il y a un petit défi avec un client, je lui demande son avis, est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on prend ce client ou pas. Ça aussi, l'intuition a énormément de place dans notre travail. Je pense que c'est un peu aussi le luxe qu'on peut se permettre quand on a sa propre entreprise, c'est de pouvoir choisir de travailler avec les gens qui nous donnent envie de travailler. Il nous est arrivé de refuser des clients parce que c'était pas sympa ou ils nous convenaient pas. Voilà, on n'est pas là on n'est pas là d'abord pour faire de l'argent en priorité. Franchement, sincèrement, mon mari est quelqu'un qui est un homme de passion et un esprit complètement libre. Il est pas du tout dans le monde matériel. C'est assez, c'est vrai, c'est assez fascinant parce qu'au fil des années, des fois, il s'en fout d'avoir un compte en banque ou pas. Il n'a pas de, voilà, c'est quelqu'un qui a des passions, qui a des relations. Par exemple, il n'a pas de bureau ici. C'est vrai, il n'a pas de bureau. Ça fait 25 ans ici qu'il est constamment avec les uns et les autres. Il est avec les MLM, il est avec les gens qui travaillent. Moi, j'ai mon bureau, j'ai besoin d'avoir... c'est différent, on n'a pas aussi les mêmes activités. Donc, je pense que... Et puis, il y a des moments où c'est difficile, particulièrement quand à un certain moment, parce que 25 ans, il y a plein d'étapes de vie aussi, c'est qu'on n'a peut-être pas les mêmes envies au même moment. Alors, ça tiraille. Et là, il nous est arrivé de nous faire aider par des cabinets extérieurs. Il faut avoir aussi l'humilité de se dire c'est pas toute sa faute ou c'est pas toute ma faute. Et on a notamment traversé une période il y a à peu près 7-8 ans qui s'est soldée en fait par un résultat très positif parce qu'on s'est aperçu que il y a beaucoup de choses qu'il fallait faire différemment, tous les deux. On s'est fait aider par un cabinet externe qui est venu. On a fait un audit un peu de stratégie, quoi. Et c'est pas parce qu'on est une petite PME qu'on peut pas se poser ce genre de questions qui souvent au départ on pense que c'est l'affaire des grands. L'affaire des grandes PME, c'est pas vrai. Il y a aussi la partie sur la transmission familiale. Comme on est une affaire familiale et qu'on a de grands enfants, la question aussi se pose de la transmission. C'est pas des questions qu'on découvre trop tard. Il faut s'en occuper tôt, le plus tôt possible. Ils en ont envie? Sur les 3, il y en a un particulièrement qui a envie, effectivement, qui est déjà bien impliqué. C'est notre qui a 23 ans, là, qui part quand même faire son master en Espagne, si la situation le permet, mais qui est depuis toujours, et particulièrement depuis 4-5 ans, depuis qu'il a à peu près 14-15 ans, assez impliqué, assez concerné, très, très intéressé par ce qu'on fait. Je pense qu'il aime beaucoup ça. C'est lié à l'intuition ou bien à votre culture familiale? Ça, c'est très compliqué pour moi de répondre. Je pourrais pas dire. Vu que sur les 3, il n'y en a qu'un seul qui est dans ce schéma-là. Donc, si ça avait été vraiment, une autorité, 3 sur 3. je pense qu'on leur aurait mis le pistolet sur la tempe à tous les 3 en disant t'as pas le choix, tu t'y colles dès que tu peux faire quelque chose, ce qui a vraiment pas du tout été le cas. Enfin, je pense pas. Et je sais pas, c'est aussi le fait que c'est peut-être un peu celui qui a le plus le sens artistique, bien que les autres aussi soient des grands créatifs, mais dans des choses peut-être un peu différents. Ils avaient envie aussi, l'aîné, il a vraiment envie de créer son propre projet de zéro. Donc, il a très envie d'être à l'origine de quelque chose de nouveau, qui viendra de ses tripes de A à Z. D'ailleurs, il n'en est pas à son premier projet. Il a 26 ans, il a déjà monté 3-4 projets à lui. Donc, il adore ça. C'est un serial entrepreneur aussi. Et la petite dernière qui a 16 ans, elle est plutôt intéressée par les affaires juridiques, le droit de la famille. Elle voudrait être avocate. Elle est plus attirée par des choses comme ça.
Bon, voilà. Et c'est intéressant comment vous discutez effectivement en famille de votre business, de votre vie, de votre entreprise, parce que c'est quand même, ça prend une grande part de votre quotidien. Est-ce que vous arrivez à mettre dehors votre travail quand vous entrez chez vous? Comment ça se passe finalement? Alors, c'est très simple. Si vous me posez la question à moi, je suis convaincue que j'arrive à tout laisser dehors. Et quand vous interrogez les enfants, ils disent « Mais ça va pas, vous nous saoulez tout le temps. » Alors, en fait, la parole est à l'accusation. Oui, si moi, je fais la défense, et je peux vous dire que moi, je fais le maximum, mais apparemment, c'est pas concluant. Je suis pas très efficace. Ouais. Et c'est quelque chose qui ressort de manière subtile chez toi. C'était la recherche aussi de la performance, de te ressourcer mentalement. Est-ce que parce qu'en plus, je te suis aussi sur Instagram et il y a pas longtemps, j'ai vu que tu faisais du triathlon. Oh mon Dieu! Il va falloir que tu nous racontes, parle-nous de ton parcours de championne et comment ça infuse dans tes différentes vies ou dimensions de vie. Oui, le triathlon, c'est, alors je vais pas dire ma nouvelle passion, parce que ça fait quand même 10 ans que j'en fais, mais plus particulièrement depuis 3-4 ans de manière un peu plus intensive, c'est vrai. Non, moi, j'ai toujours été dans un univers sportif assez soutenu, puisque depuis que je suis petite, je suis dans une famille, mes parents sont vraiment très, 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 très sportifs, très actifs. On était une famille, on était tout le temps en mouvement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les vacances posées assises, ça n'existe pas trop chez nous. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait? C'est ça la question. Bon, on fait quoi là maintenant? Qu'est-ce qu'on fait comme activité? On est tout le temps, on n'est jamais assis. C'est un problème familial, je pense. Alors, j'ai commencé la compétition. Bon, j'ai toujours une passion pour le ski de neige. Moi, je viens plutôt de cette spécialité depuis que je suis petite, depuis que j'ai 5, 6, 7 ans. J'ai commencé à faire de la compétition, des stages, etc. Et quand il y a eu 2 ans avant les Jeux Olympiques d'Albertville en 92, 2 ans avant, une équipe nationale marocaine de ski alpin s'est constituée à l'initiative d'un Français qui avait grandi au Maroc, Jean-Paul Simon, qui avait monté cette équipe. Et on s'est entraîné pendant 2 ans et on a fait les Jeux Olympiques d'Albertville. On était 2 filles, Nawel Slaoui et moi-même, ainsi que 6 garçons. Il y avait aussi une équipe de fond. Et voilà, donc ça a été la période, on va dire, où c'est vrai que les entraînements pendant 2 ans, j'étais étudiante en France, j'avais mes entraînements, mes stages, etc. Donc c'était très prenant, mais c'était absolument passionnant parce qu'on était à l'École nationale de ski alpinisme à Chamonix, on a rencontré des entraîneurs extraordinaires. D'ailleurs, l'entraîneur de l'époque, Joe Galinier, qui est resté un ami très proche avec qui je skie une fois par an, m'a initié au ski de randonnée il y a 2-3 ans. Donc, c'est vraiment encore quelque chose de super parce que c'est l'aventure, c'est la haute montagne. On part plusieurs jours avec les feux de phoque, en autonomie, pas de remonte-pente, c'est l'aventure totale. Donc ça, c'est la montagne, ma passion pour la montagne, j'adore, c'est vraiment incroyable. Alors, la montagne, et c'est vrai que le triathlon, en étant à Casa, en vivant à Casa, évidemment, ma passion de ski, je peux pas la pratiquer très souvent, vu que Casablanca, voilà. Même si je vais à Lucca souvent, je fais de la randonnée et tout ça. Mais le triathlon, c'est venu comment? Je ne sais pas trop, en fait. C'est un peu comme tout à l'heure, c'est venu à moi. J'ai une bande de copains avec qui je courais régulièrement. Puis un jour, ils m'ont dit « Ah, mais il y a un triathlon à Agadir. En plus, bon, on nage bien, nous, parce qu'on est des nageurs. On est tous des nageurs, on nage depuis qu'on est petit. Donc, tiens, si on s'entraîne un peu en natation, on continue la course à pied, ben, achète-toi un vélo. » Bon, ben voilà, je m'achète un vélo. Et puis, un peu de vélo, un peu de ci, un peu de ça. Puis voilà. Et nous voilà. Pour mes 50 ans, je me suis offert une inscription au Ralph Ironman de Marbella. Donc, oh mon Dieu, mais quel anniversaire! Oui, c'était mon gros cadeau, j'étais très contente. Donc, on a fait ça avec ma copine Zahad Djibli, qui est une grande championne qui fait ça depuis des années. Donc, on s'est entraînés ensemble, on était plein. On a un coach en France qui nous envoie des programmes, qui nous suit aussi à distance, qui vient pour faire des stages. Donc, c'est très, très sympa. C'est vraiment
Bon, c'est prenant hein, parce que c'est 6 jours sur 7 d'entraînement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu arrives à trouver ce temps-là, à le réserver, c'est ta bulle à toi pour tous les jours après le boulot ou avant le boulot? Je suis très matinale, Okay. donc voilà, c'est souvent très tôt le matin, quelquefois en fin d'après-midi, mais souvent très tôt le matin. C'est vrai que la plupart du temps, c'est tôt le matin, donc c'est un peu en temps masqué, parce que voilà, donc plutôt vers 6 heures du matin, 5h30, 6 heures, quand on est avant avant l'école, avant le travail, etc., avant le petit déjeuner. Mais on est plein à s'entraîner. Hein. Il suffit de venir là sur la côte à 6 heures du matin. Il y a fou, hein. Oui, je sais, mais c'est loin d'être une exception. Il y a plein de gens qui s'entraînent très tôt le matin. C'est une heure vraiment super. Oui, parce qu'elle permet. Bon, le temps est élastique. Tu posais la question tout à l'heure, comment tu trouves le temps? Je pense que souvent, les gens qui sont très occupés, ils arrivent à faire plein de choses. Parce que je pense qu'on peut caler. Bon, après, c'est vrai qu'il faut de l'énergie. On a la chance d'être gâté un peu par la nature. Quand on a de l'énergie, c'est magnifique. Puis, je touche du bois aussi. Il faut une santé aussi qui va avec. Voilà, mais c'est pas... je le fais pas du tout en mode challenge. Parce qu'on en parlait l'autre jour avec des amis. C'est pas du tout l'idée de la performance particulièrement. C'est vrai que c'est important. Parce que quand même, on s'entraîne pour s'améliorer. Il n'est pas question d'aller en arrière. Mais c'est pas franchement le résultat, le chrono, la performance, même si elle compte quand même. C'est pas ça avant tout qui me motive. Je crois que j'ai même pas encore la réponse. J'ai l'impression que en fait, comme je suis tombée dans la marmite quand j'étais bébé, je peux même pas dire je le fais parce que comme quand on respire ou qu'on marche ou qu'on avance ou qu'on se nourrit, je sais pas, je le fais comme ça parce que j'en ai besoin en fait. C'est pas, il y a plein de gens qui me disent c'est pour perdre du poids, mais pas du tout. On fait pas du tout. Celui qui fait du sport pour perdre du poids, non. Je lui dis tout de suite, ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est autre chose. Ouais. Et comment voilà. tu penses que cette résilience, parce qu'il y a quand même une résilience physique que tu as réussi à acquérir au fil de ces exercices de haut niveau quand même, parce que tu as été une championne, est-ce que ça t'aide, tu sens que ça t'aide à gagner en endurance dans ta vie de famille, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, ou il y a même autre chose que tu arrives à en tirer? Écoute, avant-hier, j'ai accompagné ma fille à sa reprise d'équitation et le coach à un moment lui dit écoute, c'était la première fois qu'elle montait le cheval qu'elle avait, et il lui dit écoute, tu dois lui montrer que tu veux de la prise de risque. C'est un peu comme dans la vie, hein. Ce cheval, tu dois le mettre, c'est toi qui le commandes. Tu as fait un petit discours assez intéressant sur le parallélisme entre la relation entre l'activité, le cheval, le rapport à sa vie, la prise de risque. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est vrai que le sport fait que la prise de risque devient vraiment très relative. Je pense qu'avec le recul, je n'aurais certainement pas parlé comme ça il y a 20 ans, mais je me rends compte que la prise de risque ne me dérange pas plus que ça. J'ai la sensation de se dire je vais rater, je vais me casser la figure, je vais tomber, je vais me faire mal. J'y pense pas vraiment, c'est une chance. Et puis quand ça arrive, on se ramasse et on recommence. Donc ça, c'est vrai que c'est un atout extraordinaire. Alors mon père avait l'habitude de me dire ouais, tu verras la compétition. Et c'est vrai que lui, il était il nous poussait énormément à la compétition. Alors sur les 4 enfants, il y en a certains qui ont accroché, d'autres qui ont préféré plus être. Il fallait quand même. Il était très touché là-dessus. Mais c'est sûr que par rapport au business, par rapport à la posture avec les autres, par rapport aussi moi quand j'ai été élue à la tête de la Fédération de l'artisanat en 2006, j'étais quand même assez jeune, j'avais je crois 34 ou 35 ans.
Les membres de ma fédération, c'était que des hommes, tous qui avaient au maximum, au minimum 45, 50 ans, voire l'âge de mon propre père. Et pourtant, voilà, ils se sont dit, non, mais on a confiance en toi, tes idées, ta manière de t'exprimer, quand il y a un ministre, un truc, j'ai pas trop d'appréhension à naviguer en eau inconnue. Non, ça me pose, je prépare, hein. Je ne dis pas que je vais pas comme ça à la casse. Je ne vais jamais à la casse. Je prépare toujours tout. C'est-à-dire que jamais je suis allée dans une réunion sans préparer. De la même manière qu'on n'arrive pas à une compétition sans s'être entraîné au préalable, sans connaître le parcours, j'ai la même attitude exactement dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que jamais j'irai à la casse. Quand je descends une piste de ski en piste, je ne me jette pas n'importe où, n'importe comment. Je regarde ce qu'il y a en bas. Je suis pas dingue. Ben, c'est pareil un peu avec ces choses-là. On sait de quoi on va parler. Si je ne sais pas, je me renseigne. Et ça, j'adore ça, le fait d'être mentorée par des aînés, que ce soit des grands décorateurs, des grands architectes avec qui on a la chance de travailler, comme le cabinet Pinto, par exemple, à Paris, où j'ai toujours admiré la manière dont le cabinet avait été créé, etc. Donc, moi, je trouve que le mentoring, c'est quelque chose, c'est important de regarder ce qu'ont fait les autres avant nous, de leur demander aussi leur avis. On a créé au sein d'Aït Manos, on a créé ce qu'on appelle un Shadow Comex, une espèce de cellule qui se réunit 1 ou 2 fois par an, où on a d'une part nos enfants, mais aussi des personnes externes, comme des mentors. Donc, on a un ami qui s'appelle Khalid Benraïm, qui est plus dans l'aéronautique, un ingénieur qui nous aide à réfléchir sur des problématiques. Il a une passion pour les métiers d'art. On a une jeune femme, Amel Rayeti, qui fait de la stratégie à la banque, qui connaît parfaitement tout ce qui concerne la stratégie d'entreprise, qui va avoir une approche beaucoup plus business. Voilà, donc moi j'aime bien. Alors ça peut être des jeunes, par exemple, dans tout ce qui concerne les réseaux sociaux et tout. Moi, ceux qui me font du mentoring, c'est eux qui me mentorent, ils ont 28 ans. C'est eux qui me mentorent. Et je trouve qu'on a une époque très intéressante de ce point de vue-là, parce qu'on casse un peu les codes du mentorat classique. Et moi, il m'arrive, voilà, plein de fois, pas plus tard qu'hier, on a eu une réunion avec la nouvelle équipe. On est en train tout de rafraîchir les équipes qui s'occupent des réseaux et tout. Et c'est intéressant de voir que ce sont des jeunes qui ont 20 ans de moins que moi, ou 40, ou même des fois 30 ans de moins que moi, qui me disent non, tu dois faire comme ça. Hein. Ouais, non, tu dois faire comme ça sur les réseaux sociaux. Et moi, je dis ouais, d'accord, on fait comme tu as dit. Hein. Et puis, voilà, donc ça, je trouve que ça, c'est vraiment très intéressant de se faire mentorer par des personnes vraiment matures et qui ont vu plein de choses et qui connaissent plein de gens. Et puis aussi par des gens qui ont un regard sur des activités que moi, je ne maîtrise pas du tout. J'allais te poser la question sur quelles sont tes zones d'apprentissage et j'osais pas la poser parce que je me disais, vu ton incroyable CV et tout ce que tu as déjà accompli, c'est compliqué parfois de se poser cette question, mais j'ai l'impression que tu es très à l'aise même par rapport à ça, tes zones futures d'apprentissage. Oui, c'est marrant parce que j'ai abordé cette question ce matin avec mon fils qui était à l'atelier d'ailleurs, et je lui disais, mais à tout âge, tu es en formation. À 75 ans, à 80 ans, je serai en formation. Je suis tout le temps en train d'essayer de me dire, tiens, hier après-midi, j'avais une formation, je fais partie d'un club pour le progrès du manager. On a un expert par mois sur des thématiques de formation, d'apprentissage. Alors, ça peut être des choses qui peuvent être liées à, tiens, c'est quoi les nouvelles donnes des défis sur le digital dans notre économie. Là, le mois prochain, on risque d'avoir un truc aussi sur le Covid, essayer de voir les choses par une autre fenêtre. Hier, on a fait une formation autour des énergies et ça, c'est très intéressant parce qu'en ce moment, on est quand même très sous tension les uns les autres, sous des tensions qui sont différentes de d'habitude. Et il est probablement clair maintenant que c'est une course de fond à laquelle on a affaire. Et ce n'est pas un truc de 15 jours, 3 semaines, ni de 2 mois.
Donc, il faut, voilà. Donc ça, Réguler ton énergie. Voilà, le rythme que je suis en train de prendre, est-ce que je peux le tenir 1 an et demi, 2 ans? Et sinon, on ajuste. Et ça, c'est vrai que cette formation-là est intéressante. Oui, les formations, et puis bon, plein d'autres trucs. Voilà, oui, tout m'intéresse. Et qu'est-ce que tu penses être ton prochain défi sur les prochains mois, prochaines années? Est-ce que tu te projettes? Parce que de ce que je vois, tu cherches toujours ce qui va te challenger pour toi, pas pour les chiffres, mais qu'est-ce qui va te driver pour les prochains défis à venir? Alors, j'ai des défis de plusieurs ordres. Alors, il y a défis, on va dire, défis, on va dire plutôt projet ou défis. Les défis personnels, bon, je te cache pas que j'aimerais bien faire d'autres Ironman. On s'était inscrit avec plein de copains, mais tout est annulé. Il y a aussi des ascensions et des randonnées de plusieurs jours en Norvège. Là, j'ai des amis qui organisent. Donc ça, c'est des défis qui sont plus sportifs. J'en ai 2-3 comme ça que j'aimerais bien faire. Après, il y a des projets vraiment qui me passionnent. Il y a au mois de juillet, comme j'adore la montagne, ça fait plusieurs années que je collabore avec une association, avec ma famille, mes amis et tout ça, du côté de la vallée d'Aïtou-Saltec, dans la région de Marrakech, Lorica, plutôt plus vers Lorica. Et là, on avait donné un coup de main pour ouvrir un foyer de femmes qui a ouvert en mars. Bon. Et il y a environ une trentaine de femmes qui ont pour l'objectif, c'était qu'elles aient des activités génératrices de revenus. Et donc là, avec Aït Manos, on crée une fondation pour soutenir ces femmes. Ouais, on crée une fondation pour soutenir ces femmes plus spécifiquement dans leur activité de tapis noué. Donc je leur ai rendu visite en juillet. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est un petit peu... Depuis toutes ces années, j'ai beaucoup travaillé pour l'artisanat en général. J'ai une casquette artisanat dans le secteur qui est sectoriel. Mais je pense que là, j'ai vraiment envie d'affiner sur les femmes artisanes pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que j'ai quelque chose à transmettre. C'est un juste retour des choses parce que moi, j'ai énormément reçu. J'ai énormément reçu de plein de sources et je pense que je peux donner un coup de main là-dessus sur certaines problématiques qui sont souvent pas très complexes parce qu'en zone rurale, il y a des problématiques de logistique, il y a des problématiques d'organisation, d'accès à la matière première, d'aller acheter ses laines pour ses tapis, voilà, les teintures, les trucs. Donc, on peut changer les choses avec pas grand-chose. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ensuite, les projets, moi, j'aimerais bien construire une ferme à la campagne. Avec mon mari, on avait acquis un terrain à la campagne. Il faut vraiment qu'on se prenne, qu'on ait le courage de le faire parce qu'on a vraiment très envie d'aller planter des arbres. En ce moment, on a envie de planter des arbres. Après, évidemment, moi, je n'ai pas terminé. J'ai une fille qui a 16 ans, donc il me reste encore 2-3 petites choses à faire quand même. Vu la situation, je pense que tous les parents sont mobilisés beaucoup plus que prévu sur les études de leurs enfants. Donc, je pense beaucoup à ceux qui ont des tout petits. Je pense à vous toutes, les mamans et les parents. Parce que bon, nous, les nôtres, ils sont autonomes, donc ça va encore, mais il faut quand même il va falloir s'en mêler un peu, alors avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, parce que ça ne sert à rien de faire des pétitions. Là, s'il vous plaît, je fais un appel. Arrêtez vos pétitions. Arrêtez les questionnaires impact Covid. Et arrêtez, s'il vous plaît, Tu remarques que je n'ai pas posé cette question sur quel est l'impact du Covid sur toi. Surtout pas. On va très bien s'en sortir. Il faut juste ajuster comme tu disais l'énergie parce que ça va être une course de fond. Je pense que c'est un message très très puissant que tu nous livres ici aujourd'hui. Et c'est intéressant que tu commences à aller même vers une filière plus humble. Pour les aider de manière concrète et opérationnelle sur le terrain. Il
il y a effectivement plein de choses à faire et il y a un tel potentiel pour aider ces femmes-là. Il y a des choses à faire parce qu'aujourd'hui, on est face à des risques. Des risques de déperdition des savoirs, de risques d'enclavement de certaines populations. De réenclavement aujourd'hui, avec ce qui se passe. Alors, on a vécu toutes les années 90, on désenclave. Exactement. Et là, en fait, de réenclavement, de perte d'authenticité aussi. C'est quelque chose qui est palpable dans nos éliges. Moi, je vois par exemple dans mon métier, aujourd'hui, on a de plus en plus de zéliges qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas faits main, qui sont coupés machine. Nous, on a obtenu le label artisanat zélige du ministère. On a été audité pendant des semaines pour, qui fait qu'on respecte toutes les étapes du fait main. On taille à la main, on émaille à la main. On travaille nos terres à la main, c'est pas des boudineuses avec des boudins tout faits de terre. Donc ça, c'est important aujourd'hui qu'on continue à clairement défendre les choses et rester calme en défendant son travail et son authenticité. Et il y a toujours eu des choses industrielles et c'est très bien, mais quand c'est fait main, c'est fait main. Il faut qu'on reste aussi près de la sauvegarde de nos métiers, de la sauvegarde de nos métiers d'art, de la sauvegarde de notre culture, de la sauvegarde de notre patrimoine. Et ça, en période trouble comme ça, c'est aussi ça qui est un peu mis à mal. C'est qu'on est fragilisé parce qu'on ne peut pas tout attendre du gouvernement, même si franchement, là, des fois, et avec l'artisanat, on se demande où on est là. Donc voilà, c'est ça qui me tient à cœur, c'est en même temps d'aider et en même temps de contribuer, nous tous ensemble, à ce que ces métiers d'art-là soient préservés dans leur authenticité, tout en s'améliorant, tout en étant capables de se mettre aux normes pour être distribués dans le monde entier, pour être accueillis dans des résidences de luxe, parce que les métiers d'art du Maroc, nous, notre cible, c'est les gens qui veulent des belles choses, bien faites et durables. Oui, on n'est pas dans le supermarché, on n'est pas chez Carrefour, on n'est pas du produit. Non, mais il y a eu un moment où il y a eu ce risque-là, que les poteries du Maroc se retrouvent chez Carrefour. Non, les poteries et la céramique, c'est pas pour Carrefour, c'est fait pour un marché plus haut de gamme. Il faut l'inspirer aussi. Pas en Chine par des machines, non, c'est autre chose, c'est d'autres cibles. Et pour que ce soit pérenne, il faut être au bon endroit. Et tu arrives à véhiculer ce message de l'excellence, d'aller voir plus haut en termes même de clientèle et de mise en valeur, de ne pas dévaloriser en fait ce travail et ces heures de travail. Tu arrives à véhiculer ou c'est difficile de faire passer ce message-là? Je pense qu'il faut être patient. Okay. Les métiers d'art, et en particulier les métiers d'art, le luxe et tout ce qui concerne, le temps joue pour nous, mais il ne faut pas être pressé. Un jour, j'avais entendu, je ne sais plus si c'était les gens d'Hermès qui s'exprimaient et qui disaient, mais quand on défend une idée et qu'on s'appelle Hermès, on ne s'attend pas à ce que le résultat de notre croyance ou de notre arrive dans les 6 mois. C'est des investissements sur 30 ans. Bon, nous, on a 25. Maintenant, je comprends mieux parce que ça fait 25 ans et déjà, on sent là qu'il y a un vrai tournant. Il se passe quelque chose il se passe quelque chose en ce moment au niveau d'Aïd Manos. On est en train de passer. Et vous êtes une maison. Vous avez une maison d'expertise, de connaissances. Ben oui, c'est 25 ans. Oui. Donc, c'est tout à fait normal. Et ce n'est pas juste parce qu'on est au Maroc et que les choses prennent plus de temps. C'est aussi parce que c'est la nature de ces métiers-là qui fait que vous avez un savoir-faire. Et le savoir-faire, c'est le goodwill. Ça prend des années et ça a une valeur inestimable. Quand on valorise une entreprise dans ces métiers-là, on ne valorise pas que le chiffre d'affaires et le portefeuille. Non, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est aussi quand on découvre que quand on a déjà vécu cette étape d'être valorisé, il y a eu un moment, des gens qui voulaient rentrer avec nous au capital, etc. Quand on s'aperçoit que dans nos métiers,
et ben, cette partie-là est très, très importante, contrairement à une boîte de IT où ils vont regarder le chiffre d'affaires, ils partent sur les clients et ils font une règle de 3 presque, une formule assez simple. Chez nous, dans nos métiers d'art, c'est la valeur, c'est plein de choses. C'est le savoir-faire, l'expertise des dirigeants, la valeur des mains qui travaillent pour nous. Les mains, c'est un métier très humain. Voilà. Je comprends parfaitement et j'espère que ce message va arriver partout et qu'on arrivera à pousser les portes encore plus et que ce chemin vers l'excellence va encore plus rayonner. Voilà, rayonner grâce à toi, au travail de chaque entrepreneur parce que c'est une course de fond. Oui, c'est ça. Et puis, je ne sais pas si on va parler d'autres designers en général et de toute la partie, parce qu'au Maroc, il y a quand même beaucoup de créativité, que ce soit au Maroc, en Afrique, dans le monde arabe. On sent bien qu'il y a une jeunesse très, très dynamique qui est très, très créative. Alors, on en a parlé au moment du printemps arabe, mais c'est pas seulement, hein, c'est déjà quand même très palpable. Donc, c'est vrai qu'on aimerait beaucoup aussi collaborer avec des artistes marocains ou africains, bien sûr, sur tout le continent. On aimerait lancer un appel aux designers africains. Oui, c'est un peu un appel aussi parce qu'on a toujours beaucoup aimé s'oxygéner des autres. On a travaillé avec Mira Mourabit sur une œuvre qui avait été exposée à l'Institut du monde arabe, le Pixel. On a travaillé avec Eric Gisard en France. En fait, on a fait des collabs comme ça et c'est toujours très intéressant parce que ça oblige à se défier. C'est un peu un défi créatif de s'oxygéner quand on a quelqu'un qui vient et qui nous donne des idées. Alors, en discutant, ils nous apportent des idées. C'est un peu comme si tu ouvrais des fenêtres et que tu regardais ton propre atelier par une autre fenêtre. Parce que nous, évidemment, on est toujours dedans. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, on voit moins les choses. Donc nous, on aime bien ça aussi, de travailler avec les autres. C'est génial. J'ai une dernière question avant de te dire merci énormément pour ton temps, mais une dernière question. Si tu rencontres un aspirant ou un nouveau designer sur un autre domaine ou sur le même secteur, peu importe, et qui te demande ton aide, qu'est-ce que tu lui transmettrais dans son tout début Alors, ça dépend parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, je dis que ce qui se conçoit clairement, c'est clairement parce que dans le design, il y a est-ce que les designers ont envie de faire des choses par eux-mêmes? C'est-à-dire que tu as les designers qui sont plus juste des concepteurs. Oui. D'accord. Et puis, il y a des designers, là, par exemple, ces derniers temps, j'ai rencontré des jeunes designers qui veulent créer leur poterie, donc ils ouvrent leur atelier de poterie. Là, pour moi, c'est beaucoup plus facile, plus évident de donner un coup de main à un designer qui veut mettre les mains dedans. C'est-à-dire qui se dit, j'ai envie de faire, de designer une chaise en bois, voilà, de produire vraiment le produit de ce qu'il a en tête. D'autant que au Maroc, son aire de jeu est fabuleuse. Un designer comme ça qui se retrouve en Suisse, c'est pas évident de se retrouver, d'aller chercher un atelier de menuiserie qui va venir réaliser ce que tu as en tête, etc. Alors qu'au Maroc, des ferronniers, des menuisiers, des potiers sont toujours partants pour des projets. Voilà. Donc moi, bien sûr, c'est un petit peu plus dans ce... Et pour t'exporter, tu penses que la clé du succès serait quoi? Pour s'exporter, pardon. Oui. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup dans notre secteur d'activité, dans les métiers d'art, l'artisanat, les choses comme ça. Il y a évidemment un grand attrait pour la vente en ligne, c'est-à-dire comment se mettre en ligne et vendre en ligne. Oui. Et franchement, il y a une opportunité extraordinaire qui s'ouvre à nous. On a un site de vente en ligne qu'on avait mis en ligne en septembre l'année dernière, qui était en phase de démarrage, octobre, novembre, et puis en mars, ça a quand même explosé. Alors, on avait beaucoup de chance, on était prêts. Mais c'est quoi être prêt? Beaucoup de choses pour être prêt. Il faut savoir emballer, il faut que la photo soit nickel sur Internet, il faut être
il faut être connecté au centre monétique interbancaire pour que les paiements soient ça. Il y a quand même une sacrée liste de choses à faire pour être opérationnel. Donc, c'est bien joli de créer un joli produit, faire la main, etc. Mais c'est quand même... c'est du business. C'est un vrai business. Et puis, du coup, c'est compensé. Parce qu'avant, à la limite, moi, je me souviens, quand j'ai démarré, j'appelais un transitaire. Allô, help, tu peux m'exporter mes trucs? C'est vrai, c'est le transitaire qui faisait le boulot. La banque qui faisait son travail parce que c'était la banque qui faisait les crédocs et qui s'assurait que l'argent allait payer à la banque du destinataire. Et aujourd'hui, il faut que la personne soit musclée et entraînée sur tous ces postes-là. Mais c'est faisable. Donc, si je schématise, je résumerai en disant que la personne a besoin d'apprendre sur le tas ou en se faisant mentorer sur le digital, mais aussi d'apprendre à se muscler, à être endurant parce que ça va être un sport de fond et que ça demande du souffle. Oui, bien sûr, ça demande du souffle. Et puis aussi, chaque succès alimente ton succès futur. Ça, c'est une formule qui fonctionne vraiment bien dans notre... parce que je te parlais tout à l'heure du temps. Oui. Le temps est long dans les métiers d'art, le luxe, le temps est long. Mais chaque succès vient renforcer ton succès futur. Par exemple, nous, quand on a... Parce que c'est difficile de décrocher ses premiers clients haut de gamme. Nous, on a fait de très belles réalisations. Et plus les réalisations sont belles et prestigieuses, plus on te fait confiance. Donc, en fait, c'est un moulin qui s'auto-alimente. Quand on a fait la piscine du Royal Mansour à Marrakech, là, cette grande piscine dans le nouveau jardin du Royal Mansour, immense, tellement inspirante, qui est sur toutes les photos partout, bon, ben, c'est sûr que maintenant, tout le monde sait qu'à Hitmanos, ils font les plus belles piscines. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est génial. Dès que tu fais des beaux projets, nous, quand je parle à des gens, disent est-ce que c'est valable de faire des restaurants on a fait un super beau restaurant à Seattle, aux États-Unis, pour Amazon, dans la tour Amazon, tu sais, les tours. C'est incroyable, ça. Voilà. Donc, il y a ça. Quand tu travailles pour la Fondation Yves Saint-Laurent, pour les Jardins Majorel, pour Madison Cox aussi, ce sont des références qui font que tout de suite, c'est quand même... Le nom qu'elle se donne. Voilà, tu as des références, tu travailles avec les plus grands décorateurs, Studio K.O., Cabinet Pinto, Peter Marino, tu travailles pour des grands décorateurs internationaux. Il faut résister pour les premiers succès et après les réalimenter. Mais ceci dit, on travaille aussi, par exemple, là, on a fait, parce qu'on est à Casablanca, on a travaillé pour un client qui vient de faire un restaurant qui s'appelle La Grande Brasserie. On travaille avec Khalil Dinani, on travaille avec Yachar, avec Sofia Septi. On travaille avec beaucoup d'architectes marocains. Alors, ça, c'est intéressant, si je peux dire deux mots là-dessus, parce que là, on a quand même remarqué que ces dernières années, alors c'est vrai qu'on fait essentiellement de l'exportation, mais on a de plus en plus de jeunes architectes marocains qui reconnaissent notre travail et qui ont envie de s'aventurer avec nous, à faire des choses, utiliser le zélige dans leurs projets, alors que c'était quand même, il y a 20 ans, c'était un peu, c'est artisanal, c'est un peu... C'est trop marocain, entre guillemets. Voilà, alors qu'aujourd'hui, on peut faire des réalisations plus modernes, plus contemporaines, mais avec des effets matière, parce que le zélige, c'est à la mode dans le monde entier. Oui. En fait, c'est pas qu'une mode, c'est un matériau qui est reconnu maintenant comme faisant partie. Quand tu vas dans une carothèque d'un architecte français ou new-yorkais, il y a du zélige au même titre que des Wenger ou des beaux bois. Dans les beaux carreaux, tu as des zéliges. À Hitmanos, on a quand même largement contribué à ça. Parce que ça fait 25 ans qu'on milite partout pour dire mais le zélige, c'est pas juste du zélige que c'est traditionnel, c'est le plus beau carreau du monde, c'est la plus belle céramique du monde. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Non, mais ce que je trouve incroyable, c'est qu'on retrouve tout de suite ton ADN de vendeuse et c'est génial parce que tu es la meilleure ambassadrice d'Hitmanos.
Bah écoute, non, mais j'aime ce que je fais, c'est vrai. Ouais, c'est génial. Encore mieux parce que c'est aussi l'ambition se transmet et transparaît et transpire en fait dans l'équipe et c'est important pour la transmettre au sein de votre maison. Il faut aussi que ça soit porté par l'énergie des fondateurs et c'est magnifique de l'incarner comme ça. Ouais, bah écoute, merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous sera utile pour déployer vos projets ou juste prendre du recul par rapport à votre quotidien. Pour soutenir ce podcast, je vous serai reconnaissante d'ajouter des étoiles, voire mieux des avis sur Apple Podcast. Ça l'aidera à être proposé à de nouveaux auditeurs. Je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle aventure.